1908 et 1911, on a dénombré, par exemple, plus de 1000 Afro-Américains en provenance de l'Oklahoma, du Kansas, du Missouri, de la Géorgie, tout ça, qui sont installés dans les provinces canadiennes. J'en parle dans mon livre aussi. Oui. Donc, ensuite, je parle de ceux qui sont venus pendant les périodes de guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Je parle aussi des gens qu'on appelle les Maroons de la Jamaïque, qui ont été des gens qui ont beaucoup lutté contre l'esclavage, qui ont affronté les Anglais, et quand ils ont été défaits dans les années 1795, on voulait les exiler quelque part et on les a amenés dans la région de Halifax. Et eux, ils ont participé à la construction, par exemple, de la citadelle de Halifax. Et d'autres se sont révoltés même au Canada, et certains sont rentrés, ont été ramenés en Afrique, par exemple à Sierra Leone. Et aujourd'hui, vous avez des rues qui portent leur nom, même parmi les populations africaines de la Sierra Leone, il y a des descendants et du Libéria qui ont des noms comme Johnson, comme Taylor et tout, qui sont des descendants de ces gens-là, qui ne sont pas des Africains, des ethnies africaines, par exemple Malinké, Kourou, etc., etc. Vous voyez un peu? Oui, donc, voilà. Ensuite, je parle également, comme je dis, la grande migration après la Deuxième Guerre mondiale pour la reconstruction du Canada, parce que l'Europe n'envoie plus d'immigrants. L'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, est détruite, elle veut se reconstruire. Maintenant, le Canada ne peut plus miser sur l'Europe, il va s'ouvrir, excusez-moi, dans les Caraïbes, Trinidad, Jamaïque, Bahamas, tout ça. Et puis les Antilles françaises. Donc, à ce moment, on va voir beaucoup d'immigrants qui arrivent, notamment des programmes de domestiques dans les années 1950-55, où on a fait venir beaucoup de femmes qui travaillent comme domestiques. Après, dans des programmes, après 3 ans, ils deviennent des résidents permanents et puis des citoyens canadiens. Il y en a beaucoup qui sont venus pendant cette période-là. Et je finis ces étapes avec... quand le Canada s'ouvre maintenant à l'Afrique, parce que l'Afrique devient indépendante dans les années 60. Jusque-là, l'Afrique n'envoyait pas de recherche et puis d'immigrants. Maintenant, dans les années 70, nous sommes dans une immigration du libéralisme, une immigration du libéralisme économique. Et puis, le Canada s'ouvre au monde, les travailleurs, les diplômés, les étudiants, les réfugiés, les regroupements de familles. Donc, ça aussi, ça renforce la présence des Noirs au Canada. Globalement, ce sont ces grandes étapes que je parle, mais aussi je parle une fois de plus des contributions. Qu'est-ce que les Noirs ont apporté dans l'économie canadienne, depuis l'économie esclavagiste, le commerce des fourrures, l'introduction du tabac dans le sud de l'Ontario par des esclaves, mais aussi les contributions culturelles, comme la musique, le blues, le jazz, qui sont introduits pour la première fois au Canada par les Noirs. Dans le domaine du sport, les grands athlètes, les grands sportifs canadiens noirs, dans le domaine de la musique, des grandes dames qui ont chanté l'opéra, comme par exemple Portia White et d'autres personnalités qui ont véritablement apporté des choses dans l'histoire canadienne. Je vais faire vite pour aller dans les contributions militaires. Donc là également, j'ai vu que ce soit le Canada pré-confédération ou post-confédération, il y a eu toujours des Noirs dans les armées canadiennes. La guerre de 1812 en est une illustration avec le Color Corps. Dans toutes les batailles, que ce soit Moraviantown, Stony Creek, Niagara, les opérations de Châteauguay, tout ça, il y avait la contribution des Noirs. Et certains sont même connus. On peut parler de Richard Pierpoint, par exemple, qui avait fait la guerre d'indépendance américaine, qui a été esclave capturé dans l'est du Sénégal, le Bondou, et puis qui s'est retrouvé comme loyaliste dans le Haut-Canada et qui a vraiment joué un rôle important pour que les Noirs s'engagent. On les voit également dans les rébellions des Haut et Bas-Canada dans les années 1837-1838. On les voit même à l'extérieur du Canada, quand l'Angleterre s'engage dans des guerres à l'étranger, par exemple contre la Crimée en 1853-1856 ou contre la révolte en Inde en 1857 et 1858, quand l'Angleterre demande au Canada des soldats, parmi les soldats que les Canadiens vont envoyer, il y a encore aussi des Afro-Canadiens. Par exemple, William Hall, qui fut le premier Afro-Canadien médaillé de la Croix de Victoria, fait partie de ces gens-là. On a James Douglas avait construit un corps d'unité en Colombie-Britannique pour sécuriser sa province. Et on appelle ça le Victoria Pine Rifles ou African Rifles. Ce sont donc des Noirs qu'il avait fait venir de la Colombie-Britannique pour sécuriser sa province. Donc ça également, c'est dans mon livre, c'est connu. Dans les guerres contre les Fenians, ces Irlandais qui ont voulu envahir le Canada pour se venger de l'Angleterre qui les colonisait. Donc, il y avait aussi des Noirs parmi ça. Et même en Afrique, quand l'Angleterre va faire la guerre à la Hollande, en tout cas aux immigrants hollandais du Cap,
la guerre anglo-bourg, pour reprendre l'Afrique du Sud entre 1899 et 1902, le Canada appuie l'Angleterre et dans les troupes que le Canada va donner à l'Angleterre, il y avait encore des Noirs canadiens qui sont partis là-bas pour faire la guerre. Idem pour la Première Guerre mondiale. On nous a fait comprendre que c'était une guerre où ce sont des Canadiens européens qui ont fait la guerre, alors que ce n'est pas vrai. Moi, dans mes recherches, dès le début de 1914, il y a des Noirs qui ont été recrutés. Par exemple, je vous ai parlé de John Ware. Ces deux enfants, Nelson et James, ont fait la guerre, la Première Guerre mondiale, dès 1914. John était déjà décédé en 1905, mais ils avaient un sens de patriotisme tellement que quand la guerre a éclaté, ils se sont engagés, ils se sont retrouvés à Vimy, ils ont fait la guerre. Ensuite de cela, il y a dans la région de Toronto et ailleurs, avant même la création du deuxième bataillon de 1906, il y avait des Noirs qui ont allé combattre en Europe. Ensuite arrive le deuxième bataillon. On recrute des Noirs, notamment dans la Nouvelle-Écosse et ailleurs, pour s'occuper des travaux et permettre aux militaires d'avancer. Donc ça, c'est le deuxième bataillon qui est formé de pratiquement 600 à 800 personnes. C'était quand même assez important. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, là, les bataillons ne sont plus ségrégés. Tout le monde est dans le même corps militaire. Il y avait des Noirs, il y avait beaucoup même d'ailleurs. L'exemple qui m'a frappé le plus, c'est par exemple les Cathy Brothers, les frères Cathy de du Nouveau-Brunswick. Il s'agit là de sept enfants d'une même famille qui ont fait l'armée canadienne. Vraiment, si vous faites des recherches sur les frères Cathy, Cathy c'est A-R-T-Y, du Nouveau-Brunswick, vous allez voir comment cette famille a été vraiment très patriotique. Et donc, ça, c'est un indice de la participation des Noirs dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a beaucoup d'autres dont par exemple, il y a des soldats qui ont été recrutés à Montréal, d'autres qui ont été dans d'autres provinces. Donc, c'est vraiment une histoire très importante. Il y a des grandes personnalités afro-canadiennes. J'ai parlé de Richard Pierpoint, de William Ruffin Abbott, qui a vraiment lutté pour le Canada, qui était un homme d'affaires, mais qui a été très influent dans la région de Toronto. J'ai parlé de William Hall, donc le premier qui a été médaillé. J'ai parlé de Anderson Ruffin Abbott, le premier médecin, éducateur, journaliste et fonctionnaire administrateur dans la région de Toronto, donc de la communauté afro. D'autres grandes personnalités. Donc, comme je dis, c'est l'histoire des Noirs au Canada. C'est une histoire ancienne, c'est une histoire qui est visible sur l'espace canadien d'est en ouest, à l'exception, par exemple, de 3 territoires, à savoir le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Mais toutes les autres provinces, on voit de Terre-Neuve en Colombie-Britannique, on voit leur présence, on voit leur contribution. J'ai parlé des contributions économiques, mais aussi des contributions culturelles, comme le jazz, le blues et tout ça. J'ai parlé des contributions sociales, par exemple la lutte pour les revendications, les droits des femmes, les droits des minorités après la Deuxième Guerre mondiale, dans la mouvance de la lutte maintenant pour la liberté, que ce soit la libération des colonies, que ce soit le droit des femmes, que ce soit le droit des minorités. On va voir également la participation de ces gens-là au Canada. Dans le domaine politique, j'ai parlé de James Douglas, mais il y a beaucoup qui vont s'intéresser à la politique très tôt. Les Ferguson Johnskins, les André Ruffin Abbott, les Josiah Henson. Aujourd'hui, on a les Michael Jean, on a d'autres personnalités, etc. C'est vraiment une histoire assez intéressante. Donc, je vais m'arrêter là pour finir avec la présentation. Peut-être les gens vont poser des questions. Donc, une histoire très, très ancienne à travers le pays, des apports incontestables et déterminantes dans l'histoire canadienne, mais une histoire très peu connue. Il faut donc intégrer dans nos imaginaires et en finir avec cette idée que les Noirs sont des immigrants récents et qu'on n'ont rien apporté au Canada. Ça, c'est pas vrai. C'est une histoire coloniale construite qu'il faut déconstruire pour aller dans le sens d'un Canada beaucoup plus ouvert, inclusif, et on apprend cela aux jeunes. Et c'est comme ça qu'ils vont développer une ouverture d'esprit, une acceptation. La seule façon de lutter contre le racisme, les discriminations, toutes sortes de choses, c'est que les gens apprennent à connaître l'autre, leur importance et leur apport dans la société. Si on ne fait pas ça, on peut financer tout ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, ça ne va pas aller vraiment loin. Donc, si ça vous intéresse de mieux connaître sur mes idées, mes recherches, donc vous pouvez lire mon livre, L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs. Lisez mon livre également sur la contribution des femmes afro-canadiennes, Amazon des Neiges. Très bon livre où vous allez voir 15 grandes figures afro-canadiennes depuis 1725 jusqu'à 1982, date de la création de la Charte des libertés du Canada. Vous allez voir
comment les femmes ont été actives et déterminantes dans l'histoire. Là également, c'est un autre problème parce qu'on parle très souvent de l'histoire des femmes, de leur contribution dans l'histoire. L'histoire, c'est souvent quelque chose de très masculin, mais quand vous allez regarder cette histoire-là, vous allez voir la contribution des femmes également. Donc, tout cela doit être connu, mis dans les programmes, dans la place publique, façonner des esprits pour aussi que à la fois les Afro-Canadiens, mais aussi les non-Afro-Canadiens comprennent cette histoire, l'acceptent et puis qu'on aille de l'avant dans un Canada beaucoup plus ouvert, beaucoup plus inclusif, beaucoup plus correct et juste pour tout le monde. Donc, c'est ça que je voulais dire pour la présentation. Merci, Dr Amadouba, pour votre contribution. Ce que moi je retiens, en tout cas, c'est que depuis la nuit des temps, depuis longtemps, les Noirs aussi se sont battus pour l'intégrité du territoire canadien. Les Noirs ont travaillé fort pour que cette terre-ci est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, les Noirs ont leur place. Les Noirs ne sont pas juste arrivés dans les années 70 ou dans les années 80, juste pour des questions économiques ou parce qu'ils fuyaient les différentes guerres. Donc, c'est une très belle histoire. Je pense que nous tous, Canadiens, Canadiennes, gagnerons à connaître cette histoire parce que ça nous permet de prendre du temps, de s'assurer qu'il n'y a pas certains qui ont travaillé pour que d'autres bénéficient. Chacun, à un moment donné de l'histoire, a apporté sa modeste contribution. Je vais lire un extrait de votre livre qui m'a marqué, l'effort militaire du Canada, les soldats canadiens au front en Europe. De son côté, la communauté noire a mobilisé environ 1250 personnes, soit plus de 18% de l'ensemble des Noirs du Canada, presque un Afro-Canadien sur 5. Ce qui fait par conséquent d'elle la communauté qui a le plus contribué humainement à la guerre de façon proportionnelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la théorie du grand remplacement. Est-ce qu'à cette époque-là, j'étais curieuse de savoir, est-ce qu'on ne craignait pas qu'à un moment donné, peut-être si tout le monde va en guerre, qu'il n'y ait plus de noirs, qu'on disparaisse tous? Comment est-ce que vous comprenez? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Parce que vous avez remarqué qu'après l'esclavage, oui. La deuxième étape, c'est la reconversion systématique des Noirs dans les armées. Ça, je l'ai remarqué à la fois dans l'Empire colonial français, dans l'Empire colonial portugais, dans l'Empire colonial espagnol et dans l'Empire colonial britannique. Oui. Alors, pourquoi comment on appelle ça, le fait d'amener ces Noirs vers les armées après l'esclavage, pour plusieurs raisons. Donc, c'est pour conquérir le monde en utilisant des gens, même s'ils mouraient, peut-être que ce n'est pas aussi important que ça. Donc, ça, c'est première chose. Deuxième chose, donc, en fait, c'est peut-être soit gagner beaucoup ou faire baisser la population. Donc, si vous voulez parler à certains de théorie de remplacement ou quelque chose comme ça. Et vous allez voir dans toutes les guerres, je vous ai dit, après l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les grandes guerres, les Noirs ont été recrutés. Ils ne sont pas les seuls aussi, hein, les autres colonies. Moi, je peux vous dire que dans les Indiens de l'Inde, on fait les bataillons britanniques. Je sais aussi que les Algériens, les Marocains ont été dans... Mais le truc des Noirs, c'est beaucoup plus constant. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, c'était vraiment moins cher de le faire, puisque c'est des gens qui vivaient l'esclavage, qui n'ont pas d'attache, qui n'ont pas de famille. Donc, c'est beaucoup plus facile de les mettre. Ils étaient aussi sous-payés et tout ça. Mais pour eux, les gens qui vont s'engager, ils y voient leur liberté, ils y voient une carrière, ils y voient une citoyenneté, ils y voient une respectabilité, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Mais ça, un des points communs dans mes recherches sur ces sujets-là, c'est vraiment le fait que les Noirs ont été beaucoup recrutés comme soldats. Et même dans la Première Guerre mondiale et la Deuxième, dans l'armée des États-Unis, énormément de bataillons, c'est des bataillons d'Afro-Américains. Oui, tout à fait. Les tirailleurs sénégalais, par exemple, dans la Première Guerre mondiale en France, c'est eux pratiquement qui ont libéré tout le Sud. Par exemple, pour la Première Guerre mondiale, on parle de 600 000 tirailleurs ouest-africains. Des colonies françaises uniquement. Je ne parle même pas des colonies britanniques et lusophones. Deuxième guerre mondiale, on parle encore de plus de 1 million de recrues dans les colonies. Vous voyez, c'est important. Mais c'est des choses que les gens ne connaissent pas. C'est des choses que les gens ne parlent pas. C'est des choses que les gens n'enseignent pas.
Donc, cette construction du monde où nous vivons aujourd'hui, la part de ces soldats, de ces Noirs, elle est liée. Il y a une marque indélébile de la contribution des Noirs. Même si c'était des gens issus des colonies, même si c'était des gens dominés, même si c'est des gens issus, ça ne change rien. Ça ne change rien qu'ils ont participé. Voilà. Tout à fait, c'est leur engagement qui compte parce que je vais lire un autre extrait pour parler effectivement de leur engagement. Maintenant, pour répondre à la question pour les statistiques, en fait, c'était important de le soulever parce que nous sommes à une époque où la population des Noirs au Canada n'est pas très importante. Parce que je dois rappeler que quand la guerre civile est finie aux États-Unis et quand les choses se sont calmées, beaucoup, notamment dans la région de Toronto, sont retournés vivre aux États-Unis. La population des Noirs avait baissé. À un moment, on avait environ vers les 40 000 personnes pour la Deuxième Guerre mondiale. Pour la première, on parlait de 20 000. Donc, si vous par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, en plus des soldats qui sont recrutés et qui sont allés en Europe, si vous mettez les bataillons des gens qui travaillent, même si ce n'est pas des soldats, ils sont quand même recrutés, ils sont partis. Si vous les additionnez, facilement, vous allez arriver à un nombre pas loin de 2000, quelque chose comme ça. Et si vous faites le pourcentage 2000 vers les 20 000, donc peut-être, c'est ça que je vous dis, on n'a pas ce nombre aussi élevé pour les autres communautés. Mais ce n'est pas seulement les Noirs qui ont participé, il y avait les Canadiens d'origine japonaise, d'origine chinoise également, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même une diversité déjà qui était là. Il y avait des Canadiens d'origine irlandaise, etc., etc. Donc, c'est pour simplement montrer que, même si tous n'étaient pas des militaires, leur contribution dans les armées fait qu'ils sont une des communautés, sinon la première, en termes de proportion, qui a fourni le plus. Et ça, les gens ne regardent pas en termes de proportion. Même aujourd'hui au Canada, si on regarde les jeunes afro-canadiens noirs qui sont dans les prisons, on compare ça à la population canadienne. On regarde les jeunes noirs qui sont en prison aux États-Unis, on compare à la taille des populations aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a plus de Noirs en prison au Canada qu'aux États-Unis. En termes de proportion. En termes de proportion. Mais il n'y a personne qui imagine ça, par exemple. Donc, le fait de faire des calculs en termes de proportion, c'est important. Par exemple, on se dit, si la population des Canadiens était de 350 à 400 millions aujourd'hui, il y aurait autant de prisonniers. Et si on calcule, on va voir qu'on dépasse les États-Unis. C'est ça le nombre. Donc, quand je parle de ces gens engagés, je me dis qu'à l'époque, ils étaient 20 000. La communauté des Canadiens d'origine européenne était, par exemple, à 4 millions, 5 millions. Si on avait ce même rapport des 20 000 qui sont à 5 millions et qu'on calcule, ils dépasseraient le plus de recul. C'est ça que ça veut dire. Donc, je me projette dans les chiffres. Mais ce n'est pas quelque chose de vrai, comme dit, prouvé scientifiquement. C'est de la projection. C'est une vérité relative, mais c'est une vérité qui est importante à souligner, dans la mesure où on dit même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Lorsqu'il y a une personne, je vais dire, elle fournit l'effort d'une personne, mais on ne peut pas l'ignorer parce qu'il s'agit d'une personne. Les populations, les communautés noires n'étaient pas nombreuses en termes proportionnels, mais dans cette proportion-là, elles ont donné le maximum qu'elles pouvaient dans cette guerre-là, et c'est toujours important de le souligner. Et puisqu'on parlait d'engagement, je vais vous lire un autre extrait dans lequel vous dites « Mais l'engagement des Noirs canadiens le plus connu dans la Première Guerre mondiale reste à ce jour le 2e bataillon de construction mis en place en 1916. Plusieurs minorités canadiennes s'étaient manifestées dès les premiers mois de la guerre pour s'enrôler et aller au fort. Mais face au racisme et aux préjugés de l'époque, le recruteur n'avait pas privilégié leur enrôlement. Il a fallu que la guerre tourne mal pour les Alliés, il a fallu que la guerre tourne mal pour les Alliés et qu'elle se plonge pour que les Canadiens français se montrent hostiles à la circonscription, pour que l'on recourt ouvertement au service des Canadiens de cette grande zone. On entend là les Canadiens noirs. Donc, on comprend que les Canadiens noirs, même s'ils avaient une certaine volonté, ils étaient engagés, on ne voulait pas les recruter à ce moment-là. C'est quand on se rend compte qu'on risque de perdre la guerre qu'on va les chercher. Et quand on va les chercher, on la gagne, cette guerre. Qu'est-ce qui peut expliquer que malgré malgré cet aspect que l'histoire nous enseigne, de dire qu'à un moment donné, quand on met une partie de la population de côté, ben, il y a des objectifs qu'on n'atteint pas. Et ce n'est que quand on va chercher tout le monde ensemble qu'on est capable d'atteindre ces objectifs-là. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, le racisme, il perdure encore? Vous savez, il y a un narratif dans le monde dominant occidental, c'est que finalement, les autres populations, finalement, n'ont rien apporté. Et ce n'est pas vrai.
Ce narratif-là, il est à déconstruire. Et ce que nous observons ici au Canada, c'est la même chose que j'ai observé dans l'Empire colonial français. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, avant 1916, le fameux tournant, ces soldats ouest-africains, on ne les recrutait pas beaucoup. C'était pas de vrais soldats capables d'aller se battre. Et puis surtout, pourquoi amener des Africains tuer des Européens en Europe? C'est comme. Mais quand les Allemands prennent l'offensive, il va y avoir des campagnes de propagande énormes. On va envoyer des députés comme je ne sais pas si vous connaissez, hein, des gens comme Blaise Diagne, qui était le premier député du Sénégal envoyé en France, par exemple. Ils vont mener une campagne pour aller voir les chefs traditionnels, les chefs religieux, les familles, les demander à ce que les enfants, enfin les Ouest-Africains s'engagent comme soldats, comme dans le corps des tirailleurs sénégalais. Okay? Donc, ça, il y aura une campagne énorme, que ce soit la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et on retrouve cela ici, au Canada également. Pendant cette date de 1916, et surtout quand on va faire la circonscription, par exemple, ça va créer des problèmes. Il y a des Canadiens d'origine européenne qui ne voulaient pas s'engager. Surtout, il y en a qui vivent dans des régions agricoles, qui sont des fermiers, qui ne sont pas dans les grandes villes. Même s'ils sont payés, ils ne veulent pas aller. Donc, pour compenser cela, on va créer un espace, c'est-à-dire qu'on crée un corps pour les Noirs, pour les mettre comme des constructeurs, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, donner un certain nombre de boulevards et que les gens qui travaillent vont aller faire la guerre. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on accentue le recrutement des Noirs. Mais avant cela, comme j'ai dit, la politique de recrutement au Canada, c'est une politique provinciale. Même s'il y a des provinces qui ne voulaient pas, il y a d'autres provinces qui, par exemple, dans l'Ouest canadien, c'était ouvert dès le début, les Noirs pouvaient s'engager. Dans la région de Toronto, pareil, mais ce n'était pas partout. C'est pour cela qu'on pouvait voir certains Noirs dans certaines régions et pas dans d'autres. Donc, c'est ça, en fait, la réalité. Mais il y a vraiment une volonté de nier. Et ça, ce n'est pas seulement le Canada, je vous dis, ce n'est pas seulement là. C'est dans la construction globale de l'histoire actuelle. La part des Noirs, des colonisés, elle est complètement niée dans le narratif occidental. Ils ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas. Ça, je ne le dis pas pour les accuser, mais c'est la vérité, puisque ce n'est pas enseigné dans leurs livres, ce n'est pas dans leur programme, et ils font semblant que ces gens n'ont rien apporté. Ils reproduisent cette idée de domination et d'infériorité des autres dans les écoles et dans tout le système. Et après, on va s'étonner qu'il y a du racisme, qu'il y a du mépris, qu'il y a des préjugés. On ne va pas aller vers le fond du problème. Ça, c'est un des grands paradoxes en Occident. On est capable de financer énormément d'argent pour lutter contre le racisme, mais on n'est pas capable d'ouvrir les yeux et d'aller vraiment dans les vrais problèmes, à savoir intégrer cette histoire, l'enseigner correctement, ouvrir tout, créer une société où tout le monde est vraiment correct là-dedans. C'est vraiment un énorme paradoxe. Et comment déconstruire ce narratif, comment casser ce verrou. Et ça, il faut vraiment le partage de la connaissance, des recherches, l'éducation, et puis faire comprendre aussi aux gens qui sont ici, c'est des Canadiens, comme tout le monde. Il n'y a pas personne qui est plus Canadien que personne. Être Canadien, ça se passe dans la tête. Ce n'est pas écrit nulle part. Quand tu es né ici, tu as ta citoyenneté, il n'y a personne qui est plus Canadien que toi. Il faut l'affirmer, il faut l'accepter, il faut le vivre, mais il faut rester soi-même. Il faut être connecté à ce qu'on est, à notre histoire multimillénaire et notre histoire afro-canadienne, et puis faire en sorte aussi apporter tout ce que l'on peut pour que le Canada soit encore un pays plus rayonnant et chacun apporte sa possibilité. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais est-ce que ce qui peut expliquer, je dis n'importe quoi, la population cible, c'est-à-dire quand on produit un livre comme ça, quand on écrit, on a une population cible en tête. Est-ce que le fait que les communautés afro-canadiennes ne soient pas les communautés qui sont le plus nantis, c'est-à-dire que ce soit en termes économiques ou en termes de proportion, est-ce que ça n'a pas peut-être limité des recherches dans ce sens-là? Oui, on est dans un cercle vicieux. Pourquoi les communautés afro-canadiennes sont les moins éduquées, sont les moins logées, sont les plus représentés dans les prisons, sont les moins diplômés, sont les moins qui sont visibles dans les télévisions, sont les moins qui ont des postes d'entreprise, sont les moins où il y a plus de ministres, sont les moins, etc., etc. Mais justement, c'est à cause de cette histoire, de son ignorance et du refus de l'enseigner. C'est à cause de ce refus d'accepter la création d'une identité afro-canadienne authentique. Vous savez, il y a un problème au Canada. Même quand on dit afro-canadien, il y en a, ils ont des maux de tête. Ça les dérange qu'on dit afro-canadien. Mais pourtant, afro-canadien, ça existe, puisque l'origine, c'est l'Afrique. Mais vous avez les afro-américains.
Oui. Quand au Canada, moi, j'ai eu des expériences terribles. Dans mes cours à l'université, j'ai eu un étudiant. Lui, c'est un descendant des loyalistes. 300 ans d'histoire depuis la guerre d'indépendance américaine. Ces générations-là. Mais dans mes classes, quand les étudiants lui demandent, il vient d'où, de l'Afrique, il dit qu'il n'est pas africain. Les gens commencent à rire et le niaisent comme tu ne veux pas dire, tu es complexé. Mais c'est un Canadien, peut-être avant beaucoup plus que vous qui êtes assis ici. Mais cette question, on ne la poserait jamais à un Afro-Américain. Tu vas aux États-Unis, quelqu'un dit je suis Afro-Américain, oui, c'est vrai. Tu vas au Brésil, je suis Afro-Brésilien, oui, c'est vrai. Tu vas en Colombie, je suis Afro-Colombien, oui, c'est vrai. Tu vas à Cuba, je suis Afro-Cubain, oui, c'est vrai. Mais au Canada, dans la mesure où il n'y a pas une identité afro-canadienne bien travaillée, bien assise, bien inculquée dans l'opinion publique et dans les mentalités, même le fait qu'un noir dise je suis Canadien, il y en a qui commencent à tirer les cheveux et à tourner les yeux vers le ciel parce qu'ils ne savent pas. Et ça, c'est un problème.